Bonjour et bienvenue à Distanciation sociale, l'émission spéciale des journalistes de RAD en ces temps de COVID-19, 11e épisode. Aujourd'hui à l'émission, on jase déconfinement. C'est tout. Il n'y a pas d'autre manchette. C'est vraiment juste ça. Qu'est-ce qu'on attend, là? Je sais pas. Ça fait 20 minutes. On attend le déconfinement pour partir le show. Une grande table pour l'émission aujourd'hui, une immense table. 6 journalistes, presque tous les journalistes de RAD réunis autour de la table virtuelle pour ce 11e et dernier épisode de Distanciation sociale. Déjà. Bref. C'est déjà la fin de la première saison de Une Distanciation. minute de silence, Ali. Ça mériterait une minute de silence. Ah, parfait. Est-ce que C'est bon, c'est web, ça. C'est web, ça, une bonne petite minute de silence. C'est le dernier épisode de Distanciation sociale. Ça ne veut pas dire que la pandémie est terminée, hein? Loin de là. On va d'ailleurs, dans les prochaines semaines, garder un certain intérêt pour l'après-COVID, hein? À quoi ressemblera le monde d'après et quels impacts aura cette pandémie sur notre monde. C'est juste qu'on ne le fera pas dans ce format-là. À moins que, hein, évidemment, vous soyez très nombreux à vous plaindre. Mais non. Pour ce dernier épisode, on veut jaser de déconfinement, des scénarios possibles de déconfinement, parce qu'on en parle de plus en plus de cette question-là. Les politiciens commencent à se demander et commencent à l'évoquer, à planifier la réouverture de certains pans de l'économie et le retour à la vie normale. Il faut profiter des prochains mois, là, d'ici l'automne, pour graduellement commencer à déconfiner. Et donc, on voulait essayer de voir de quoi aura l'air cette réouverture. Et pour en discuter, on a notamment Mathieu Papillon, qui est assurément le journaliste autour de la table le plus informé sur cette question. Mathieu? Bonjour. Oh, c'est quoi cette affaire-là, Mathieu? T'as changé de mur! Oui, mais ce que je veux vous donner plus de miel de trèfle pour la finale. Oh, quelle générosité! Oui, la totale pour la finale. Donc, plus de miel de trèfle que vous en aurez jamais vu. Ben, merci de nous en mettre plein la vue pour ce dernier épisode, Mathieu. Grand plaisir. Alors, déconfinement, peut-être? Oui, ben c'est ça, déconfinement. C'est pas un épisode sur la déco, Mathieu, je te l'apprends, peut-être. Et ça, c'est dommage, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur le miel de trèfle. Mais bon, puisque tu insistes, Oli, on va parler de déconfinement. Non, mais pour vrai, parce que depuis le début de la semaine, on le voit partout dans le monde, puis au Québec aussi, là, on parle de plus en plus de déconfinement parce que ça fait longtemps, puis je pense que les populations partout dans le monde ont besoin d'espoir puis de savoir que maintenant, on va pouvoir sortir de chez nous. Je vous donne 3 exemples à l'étranger de ce qui se passe là, depuis les derniers jours en termes de déconfinement. Je commence avec l'Allemagne. L'Allemagne qui est un modèle qu'on cite beaucoup à suivre dans cette lutte-là contre la COVID-19. Depuis lundi, l'Allemagne a autorisé la réouverture de magasins d'une surface qui est inférieure à 800 mètres carrés. Okay. Donc, des petites, moyennes surfaces, des librairies, des magasins de vêtements, des fleuristes ont pu rouvrir donc depuis lundi en respectant la distance de 1,5 mètres. Nous autres, c'est 2, nous autres, c'est 1,5. C'est relatif, ça. J'écoutais Bruno Blanchet, qui est en Thaïlande. Lui, il disait que c'était 1 mètre là-bas. Ah, bon, vois-tu, l'Allemagne sont à cheval entre nous deux, là, 1,5. Je sais pas s'ils sont à cheval. 1,5. Donc, en tout cas. Le port du masque est fortement recommandé en Allemagne. Il y a même des régions où c'est obligatoire pour aller dans les commerces, donc il faut que tu aies ton masque, sinon tu ne rentres pas. Les bars, les restaurants sont fermés encore. Par contre, les écoles et les lycées, on en parle au Québec de plus en plus, là, mais ça va rouvrir progressivement à partir du 4 mai. Et on dit qu'il y a 2 raisons derrière ce début de déconfinement-là. Premièrement, c'est qu'on le sait, hein, le déconfinement va, puis ça c'est vrai partout, ici au Québec aussi, possiblement faire augmenter le nombre de cas de COVID-19, bien sûr, sauf qu'en Allemagne, comme ici au Québec, le nombre d'hospitalisations, c'est sous contrôle. Donc, on dit qu'il y a de la marge de manœuvre pour accueillir des cas qui pourraient dégénérer, donc des cas où il pourrait y avoir des complications. Le réseau de la santé est capable d'en prendre encore. Donc, c'est un risque qui est calculé quand même. Puis, l'Allemagne va aussi tester massivement. Donc, on parle de jusqu'à 500 000 tests par semaine. Donc, les autorités en Allemagne disent que ça va permettre de mettre en isolement ceux qui ont eu un test positif et les membres de leur famille, puis ça va éviter que des personnes qui ont la COVID circulent librement. Alors ça, c'est pour l'Allemagne. La Norvège, les garderies et les écoles primaires ont rouvert aussi en Norvège depuis lundi. L'interdiction de séjour dans les résidences secondaires, hein, tu sais, vos résidences secondaires, tout le monde, c'est levé.
Le chalet, comme on l'appelle tout bonnement, s'est levé. Une deuxième étape à partir de lundi prochain, ça va être la réouverture partielle des écoles secondaires, des collèges et des universités. Et ça, si j'étais en Norvège, je serais très excité. Les salons de coiffure vont aussi pouvoir rouvrir à partir de la semaine prochaine. Est-ce que tu as une problématique particulière avec ta coupe actuelle? Ben, je commence, puis dans quelques semaines, ce sera plus drôle. Mais bon, regarde, on verra ce qui advient pour le Québec. Donc ça, c'est pour la Norvège. Ben, tu sais, évidemment, là, ça doit être très difficile de couper les cheveux de quelqu'un tout en restant à 2 mètres. Donc oui, ça risque un peu d'être dans la même logique là, qu'on a entendu au Québec cette semaine, Dr Arruda qui disait que si la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée, ben, il va falloir porter masque, il va falloir porter lunettes, visière, donc ou des gants, trouver une autre façon de se protéger si on n'est pas capable de le faire par la distance. J'imagine que ça va être ça. Ouais, un peu comme ce qui va possiblement être fait dans les transports en commun au Québec. Oui, exact. Coiffeur, métro, même combat. Voilà. Les États-Unis, il y a des manifestations, on l'a vu, pour exiger un déconfinement rapide. Donc, il y a des États comme le Texas, le Vermont, la Géorgie qui ont décidé de rouvrir une partie des commerces. Et la consigne de santé publique pour les États-Unis, c'est qu'on peut commencer, un État, en fait, peut commencer à déconfiner progressivement si le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en baisse pendant 14 jours d'affilée. Donc, ça, c'est la consigne aux États-Unis. Là, vous allez nous demander, c'est quoi la consigne au Québec? Ben, on la connaît pas encore. La semaine prochaine, il va y avoir les plans de déconfinement pour les écoles et pour les entreprises qui vont être annoncés par le gouvernement de François Legault. Donc ça, on le sait, c'est la semaine prochaine. Ce qu'on sait, c'est que ça va se faire de manière progressive. L'idée, c'est d'y aller très graduellement. Il faut y aller très graduellement. Je vous le répète, le mot, là. Graduellement. François Legault a parlé de mesures qui vont s'étendre jusqu'en septembre pour la réouverture des écoles et des entreprises. Pour les écoles, on sait déjà que les parents qui ne seront pas à l'aise d'envoyer leurs enfants à l'école n'auront pas à le faire. Donc, la fin de l'année scolaire, là, jusqu'à la fin juin, ce ne sera pas obligatoire. Est-ce que donc, comment ça va se faire? Ça va se faire de façon progressive. Mais quand même, François Legault a insisté en disant que ce n'est pas une bonne idée de renvoyer 1 million d'élèves québécois sur les bancs d'école en même temps cet automne, parce que ça pourrait faire en sorte que ça augmenterait de façon draconienne le nombre de cas en même temps, puis ça pourrait créer un autre pic, puis engorger le système de santé, ce qu'on a réussi à pas faire dans cette vague printanière. On veut pas que ça se produise cet automne. Ouais. Il y en a qui parlent que les CPE sont un exemple. Ceux qui sont restés ouverts là, pour les travailleurs essentiels ont réussi à contrôler la pandémie. Il n'y a pas eu de foyer d'infection dans les CPE, contrairement au CHSLD, par exemple. Donc, on les cite souvent en exemple, comment eux ont réussi, les plus petits ratios notamment, puis plein de mesures sanitaires. Donc, bref, je trouve ça intéressant. Oui, puis l'autre réalité, c'est aussi qu'il y a peut-être plein d'enfants dans les CPE qui ont la COVID. On n'a pas les tests encore, mais qui n'ont aucun symptôme, parce que ça, c'est une réalité aussi. Les enfants le vivent vraiment différemment des personnes âgées dans les CHSLD qui sont particulièrement vulnérables. Donc ça, c'est intéressant de voir ça aussi. Pour les entreprises, ça va être encore là progressif. Là. Donc, on va commencer par les entreprises où les 2 mètres de distance peuvent être respectés entre les employés. Et il y a des régions, ça aussi, il faut le dire, il y a des régions où le déconfinement va se faire plus tôt que d'autres. Je veux pas être plate, là, mais nous, à Montréal, je pense qu'il va falloir attendre encore un bon bout avant de voir le début d'un déconfinement. Mais dans des régions comme le Bas-Saint-Laurent, par exemple. Au Bas-Saint-Laurent, ça fait plus que 12 jours qu'ils n'ont pas de nouveaux cas de COVID-19. Donc là-bas, il y a du monde qui tape du pied en disant, là, c'est parce que c'est bien beau, là, le problème est à Montréal, beaucoup, Laval, dans les CHSLD particulièrement. Mais tu sais, eux, il y a eu un seul mort à date de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent. Donc, eux disent, est-ce qu'on peut commencer à ce déconfinement-là? Donc, ça pourrait commencer dans des régions comme le Bas-Saint-Laurent. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas là qu'il n'y en aura jamais non plus dans des régions comme le Bas-Saint-Laurent. Non, c'est ça, parce qu'à partir du moment où on va repermettre les transferts interrégionaux, exact. Il n'y en a peut-être pas de cas actifs ou pas de nouveaux cas depuis 12 jours, donc probablement, éventuellement, il n'y aura plus de cas actifs là, au Bas-Saint-Laurent. Mais à partir du moment où on réouvre, je veux dire, il y en a toujours à Montréal, il y aura cette possibilité que ça revienne parce que on ne l'éliminera pas au complet. En tout cas, on n'est pas dans une direction où tous les pays du monde, dans toutes les régions, pourront ramener leur nombre de cas à 0. Puis la preuve, c'est les États américains qui vont réouvrir quand ça fait 14 jours de suite que le nombre de nouveaux cas diminue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de nouveaux cas.
C'est juste que le nombre de cas diminue, mais il y a quand même des nouveaux cas. Puis à partir du moment où tu rouvre, on dit. C'est plutôt rouvre. C'est plutôt rouvre. Ouais, Voilà. on me dit, rouvre. Réouverture, Ouais. rouvrir. C'est une réouverture, puis on rouvre, c'est ça? Oui, exact. Ah, comme dans « Votre porte est ouverte. » Je le sais! C'est moi qui l'ai rouvert! Exactement. À partir du moment où tu rouvres, donc tu relances un peu cette possibilité de contact, d'échange, de propagation du virus. Donc, on en parlait, c'était un texte, un des premiers textes dans la pandémie là, qui envisageait le déconfinement, là, le texte de Thomas Pueyo. Désolé, Monsieur Pueyo, si je prononce votre nom de façon un peu tout croche. C'est le texte de la théorie du marteau et de la danse, en fait. C'est présent. Donc, le marteau, c'est pour assommer la pandémie le plus rapidement possible. Donc faire redescendre la courbe. Ouais, là, on est dans le marteau, là, présentement. On est dans le premier gros coup de marteau. Ouais. Une fois que la courbe redescend le plus possible, ben là, la théorie de la danse. Donc, on ouvre petit à petit des pans de l'économie, puis on surveille, parce que c'est ça aussi, ça va être d'être capable de tester très rapidement, de détecter de nouveaux foyers d'éclosion, et après de se réajuster, donc de redonner un autre coup de marteau, de refermer certains pans de l'économie ici et là. Je pense que c'est un peu ça le scénario qui nous attend, non? Bien, c'est tout un calcul qui est fait parce que on peut pas, tu sais, puis le vaccin, le fameux vaccin va arriver dans 1 an, 2 ans. Tu sais, ça va prendre du temps. Puis le record, en fait, jusqu'à maintenant, puis bon, c'était il y a plusieurs années, mais le vaccin le plus rapide, ça a été réalisé en 4 ans. Après, c'est autre chose. Là, toute la science présentement est mobilisée pour créer un vaccin. Donc, effectivement, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais ce ne sera pas d'ici cet été. Puis, comme Horacio Arruda le disait cette semaine, le directeur de la santé publique, on ne peut pas demander à une société de rester confinée pendant des mois, des années. Tu sais, ça se peut pas. Puis pas juste pour des raisons économiques, pour des raisons de santé publique aussi. Tu sais, pour des questions de santé mentale, il disait des questions notamment de violence conjugale aussi. Tu vas voir des taux plus forts qu'avant. Tu sais, plus le confinement est long, plus tu vois ces taux-là augmenter. La question de violence envers les enfants. Donc, pour une société, c'est pas sain, un confinement, on s'entend. Donc, c'est de voir, on parle beaucoup depuis le début de balance des inconvénients, tu sais. Tout, il y a des inconvénients dans tout présentement, là. C'est-à-dire dans le déconfinement, dans le confinement, il y a tous des inconvénients, mais c'est de voir justement comment on balance ça. Puis François Legault a beaucoup insisté jeudi dans son point de presse sur la question de l'immunité collective. Ça, c'est intéressant, puis c'est important aussi comme concept de dire le vaccin, là, ça va prendre du temps, on ne peut pas attendre que le vaccin sorte pour sortir de nos maisons. Tu sais. Donc, il faut développer une immunité collective. Puis il disait à demi-mot, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour développer l'immunité collective, ça veut dire beaucoup de monde qui sortent puis qui pognent la COVID. Ouais, mais c'est ce que je trouve ça peut prendre là-dedans, moi, dans toute cette grande histoire-là, c'est cette contradiction-là, ce paradoxe-là. Le fait que pour qu'on soit pas à l'abri, mais pour que la propagation de la maladie soit ralentie, on ait cette immunité collective-là, ça prend soit 60-70% de la population qui a des anticorps, donc qui a attrapé le virus. En ce moment, là, il y a quoi, 42 000 cas au Canada sur une population de 37 millions. Oui, il y en a beaucoup qui sont asymptomatiques. Il y en a peut-être pas plus du double de gens qui l'ont attrapé. On est nulle part près de cette fameuse immunité collective-là. Mais ce que je voulais dire, je suis désolé de prendre la parole comme ça. Excusez-moi de parler comme ça, je suis désolé. Pardon, mais j'ai une petite opinion. Là. Le droit d'exister, Nicolas. J'y vais comme ça doucement. Non, mais c'est ça, c'est comme tu le dis, Mathieu, on a besoin de l'attraper pour en être protégé au final. Mais on se confine pour ne pas l'attraper. C'est juste, dans ce petit paradoxe-là, il y a tellement de choses. Parce que tu parlais de, pas juste pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de santé. Or, c'est aussi tout interrelié. Une crise économique, ça a un coût humain. Juste une petite parenthèse sur cette question-là. Il y avait un article dans la presse plus tôt cette semaine qui notait que dans les crises économiques, il y en fait moins de morts relatives aux accidents. Mais le seul domaine dans lequel on note une augmentation des décès, c'est une augmentation des suicides. Mais effectivement, ça a des conséquences très importantes, les crises économiques. Puis c'est tout ça qui doit être mis dans la balance. Mais tu parlais de l'immunité collective. On est effectivement très loin de ça.
Complètement. Je veux dire, je regardais là, selon les différentes estimations à travers le monde, il n'y a pas un pays qui estime être rendu à 10% là, Ouais, Horacio Arruda disait qu'on est peut-être quelque part entre 5, on ne le sait pas encore précisément, mais on est peut-être au Québec entre 5 et 10% d'immunité collective. En même temps, peut-être qu'il va y avoir une surprise merveilleuse, puis que quand on va tester massivement, puis de façon aléatoire, on va se rendre compte que, je sais pas moi, 20-30% des gens l'ont déjà eu, puis ont été asymptomatiques, puis sont immunisés. Mais ça, c'est vraiment le scénario rêvé. Mais ce qui fait en sorte que on est plus entre 5 et 10%. Et donc, exact. À chaque fois qu'on va réouvrir un petit peu, à chaque fois qu'on va rouvrir un petit peu, on va augmenter cette immunité collective-là, mais elle va se faire au prix de vie. Parce que à chaque fois qu'il y a un certain nombre de cas, ben, il y a un certain nombre d'hospitalisations, il y a un certain nombre de personnes qui se rendent aux soins intensifs, puis il y a un certain nombre de personnes qui décèdent. Donc, mais en même temps, on parle de garder confinés les gens qui sont plus vulnérables. Exact. Les 60 ans et plus, des fois on parle des 70 ans et plus. Si tu réussis à confiner ces gens-là, puis qu'eux l'attrapent pas, puis que tu te retrouves avec une partie de la population qui a la COVID-19, mais qui, en étant hospitalisé ou pas, réussit à s'en sortir, mais t'as pas tant de morts non plus. Fait que je pense que c'est ça qui va être envisagé. Puis même il va y avoir des travailleurs ou des plus jeunes qui ont des maladies chroniques qui devront être protégés aussi. Puis ça a été mentionné cette semaine par François Legault que les gens qui sont plus vulnérables devront être protégés. On pense aux enseignants notamment qui, ils sont immunosupprimés par exemple, mais n'auront pas à retourner au travail. Il va falloir penser à ces gens-là aussi. Ben c'est ça. Puis tu sais, Nick parlait tantôt du taux que ça prend pour dire que l'épidémie est sous contrôle. Tu sais, Horacio Arruda cette semaine parlait de 60 à 80%. Fait que si on a 60 à 80% de la population québécoise qui est immunisée, là, on pourrait considérer que l'épidémie est sous contrôle. Puis ça, c'est ce qui va faire en sorte que, dans le fond, si nous, mettons, à nos âges respectifs, donc on est assez jeunes, on est en bonne santé, je veux dire, il y a des fortes chances que si on attrape la COVID, on s'en sort très bien. Mais après ça, je me demande s'il ne faudra pas penser aussi à quelque chose, je dirais un plan pour la santé mentale des aînés, parce que, je veux dire, c'est bien beau de dire on va les confiner, mais ils vont... Si j'avais 70 ans et plus, je me dirais combien de temps je ne verrais pas, je ne pourrais pas avoir de contact humain, là, c'est aussi c'est ça, mais le but étant, ce que je disais, c'est qu'à nos âges, donc, étant plus jeune, ayant moins de risques de complications, le but, ça va être de, justement, éventuellement, qu'il y ait bien du monde plus jeune qui attrape la COVID, qui développe une immunité. Puis ça va faire en sorte que si on arrive aux 60 ou 80% d'immunité, ça va créer des murs qui vont protéger les populations plus vulnérables de ce virus-là. Fait que, tu sais, le virus, il y a quelqu'un d'infecté qui te croise toi si t'es immunisé, ben le virus, son chemin s'arrête là, tu sais. Tandis que présentement, c'est qu'il fait son chemin jusqu'aux personnes vulnérables. Donc, le but, ça va être de créer ces murs-là de protection pour protéger les personnes âgées ou plus vulnérables. D'ailleurs, petite parenthèse, on ne sait pas encore à quel point l'immunité développée chez une personne qui a attrapé le virus est totale et... combien de temps ça dure? Combien de temps ça, c'est un autre bon point, ça. Puis on ne sait pas si une personne pourrait attraper une... Réattraper. Attraper à nouveau. De nouveau. De nouveau le virus. Mais parlant de ça, l'immunité collective, mais l'immunité aussi individuelle, il y a des discussions à travers le monde, notamment, ça a été soulevé par différents politiciens en Europe, ça a été soulevé par peut-être Anthony Fauci aux États-Unis, la question d'un passeport d'immunité. Donc, de dire que les personnes qui auraient été immunisées, elles, pourraient retourner vivre leur vie, retourner en société, retourner travailler parce qu'elles n'auraient pas le risque d'attraper le virus ni de le transmettre à d'autres. Sauf que, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Personnellement, je trouve que c'est sûr que ça ouvre la porte à certaines dérives, là, si on veut, ou que ça donne un avantage à ceux qui, depuis le début, prennent plus de risques. Tu sais, on parle de certains foyers d'éclosion, des gens qui ont fait des parties, des gens qui n'ont pas suivi les règles, qui auraient eu la COVID, qui s'en sont sortis, puis eux seraient récompensés en pouvant, avant tout le monde, vivre normalement. Puis même, une fois que ça s'est annoncé, des gens qui vont s'infecter volontairement. Ouais. Il y a déjà une... de s'infecter volontairement pour pouvoir bénéficier de cette liberté-là. Là. Exact. Puis, tu sais, déjà, il y a une question des certaines inégalités qui se créent. On parle de confiner certains groupes plus à risque qui seraient, malgré eux, confinés. Mais je pense que ça rajoute une couche d'inégalité puis d'inéquité qui serait peut-être encore pire. Mais moi, ce qui me fascine dans tout ça, puis
ce qui fait que ça change si vite, c'est qu'on est tellement dans l'inconnu qu'en ce moment, je trouve que brasser les idées, envoyer des suggestions comme ça n'a rien de négatif, mais après ça, il va falloir voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis on l'apprend au fur et à mesure. C'est ça que je trouve complètement fascinant de ce qu'on vit en ce moment. C'est cette nouveauté-là dans tous les aspects de l'organisation de la vie. Il y a une pétition pour dire on veut pas qu'on rouvre les écoles. Même si le gouvernement dit qu'il base ses décisions sur la santé publique, quand François Legault a mentionné que les écoles pourraient rouvrir, ben il y a eu une levée de bouclier. Puis moi, je pense qu'on a activé un espèce de bouton panique, anxiété, pour que les gens restent confinés chez eux. Puis je me demande combien de temps ça va prendre, puis comment on va le faire pour faire en sorte que les gens osent sortir, que les gens osent envoyer leurs enfants à l'école, parce que là, ça va être volontaire. Est-ce que la majorité va dire non, mes enfants, je les envoie pas à l'école? Moi, c'est aussi ça que j'ai hâte de voir. Dans les pays où on va déconfiner lentement avant nous, de voir à quel point les gens vont embarquer puis vont suivre le gouvernement qui, depuis le début, leur fait peur pour qu'on respecte les mesures. La peur, ça s'apprend rapidement, mais c'est long à désapprendre. Je sais pas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. En tout cas, moi, c'est un des éléments qui me fascine aussi par rapport à... C'est vraiment intéressant. C'était intéressant. Jeudi, au point de presse, quand François Legault a fait son long discours sur la question de l'immunité collective puis naturelle, c'était fascinant de voir à quel point il disait que c'est important que les gens aient développé une immunité, mais qu'il faisait vraiment attention pour pas dire que les gens aillent attraper la COVID. Okay. Mais c'est parce que un va pas sans l'autre. C'est sûr que ça pose vraiment beaucoup de questions sur comment on va déconfiner, puis de quoi va avoir l'air la vie une fois qu'on aura déconfiné, une fois le déconfinement accompli, puis est-ce qu'il va falloir retomber en confinement ou pas. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Disons là qu'ils nous disent « OK, go, vous pouvez aller vivre votre vie comme avant », puis on le sait que ça se passera pas de façon aussi drastique d'un coup et de façon aussi évidente et aussi claire. Mais c'est quoi le truc que vous auriez donc envie de faire en premier si il nous disait « OK, go ». Moi, je pense que j'irais me faire couper les cheveux. Puis après ça, j'en sortirais avec une belle confiance. J'irais vivre ma meilleure vie. Ou demander à ton chum? Comment? T'as-tu coupé toi-même ou demander à ton chum? Non, mais c'est parce que là, regarde ici, là. Parce que moi, j'attends encore, là. J'attends encore. J'ai essayé le tour d'oreille, mais je me fais très peu confiance. Ben, fais attention, Mathieu, parce que moi, je me suis aventurée à essayer de couper les cheveux à mon copain, puis c'était pas un grand succès, hein. Une chance qu'on est confinés. Alès, c'est pas toi qui t'es aventuré, c'est lui. Je lève la main. Mon rêve. Dans la boîte à lettres, si vous voulez, les gars, et même les filles, je peux laisser mon clipper chez vous, puis ça va vous causer beaucoup moins de soucis pour les prochaines semaines. Moi, j'ai hâte d'avoir mes parents, en fait, de faire une bonne bouffe, là, en fait, de me faire une bonne bouffe, parce que c'est moi qui cuisine quand je vais chez eux. T'as tendance à inverser les affaires. Je me suis aventuré à raser mon chum, j'ai assez hâte de me faire Et là, on parle de cheveux, là, mais on va... non, il y a des limites, on s'entend. Voilà. Moi, j'aimerais ça voir mes amis, ma famille. Moi, c'est voir les gens qui me manquent, faire des câlins, là. Je sais pas si c'est tard, mais ça me manque vraiment. Puis l'autre chose, mais j'ai un peu honte, la première chose, en fait, à laquelle j'ai pensé, pratiquement, c'est aller travailler au bureau. Je déteste le télétravail. Donc, je rêve de retourner à Radio-Canada. Deux choses qui convergent, en fait. Hein. Je rêve de vous retrouver au quotidien physiquement et de vous faire des câlins. J'espère que vous êtes prêts. Là. Bon, les amis, je vous remercie. Hein. C'est ce qui complète le 11e et dernier épisode de Distanciation sociale. J'ai bien aimé ça, cette petite discussion-là informelle avec vous autres. J'ai bien aimé ça aussi à chaque fois que vous veniez participer à l'émission. Merci pour tout. Je voudrais remercier également toute l'équipe derrière la caméra, Jean-Philippe Gagnon au montage et à la réalisation, Florence Pelletier également, qui est là pour donner un coup de main, Pascal Aressune-Julien et Joanne Lapierre qui ont supervisé le contenu. Merci à vous à la maison d'avoir été présents pour cette aventure-là. Très bref peut-être, mais bon, on est là, on reste là à RAD pour vous informer sur la COVID-19, juste plus dans ce format-là. Voilà, vous pouvez continuer à nous écrire pour nous poser des questions, pour nous faire part de vos commentaires. On aime vraiment ça, vous lire. Et voilà, j'allais dire on vous revient bientôt, mais non, c'est pas vrai. C'était le dernier épisode de Distanciation. Et même si DS est fini, Oli, il faut quand même se laver les mains. Ah oui! Chorégraphie. Laver les mains. Alors, tousser dans le coude. On lave les mains,
Tous dans le coude. Tous dans le coude. Et on se dit à la prochaine fois À la prochaine. dans un autre format. Au revoir. Bye! Bye, ciao. Bye tout le monde. Ciao, Merci d'avoir été là. Ci vediamo, ci vediamo. Alès, où est-ce qu'elle va, l'échelle? Ah, C'est ben une là, très bonne Regarde, je question. pourrais faire ça comme ça, on sait pas où ça finit. on sait pas si elle finit.